Bonjour, cette semaine, j'ai reçu la psychoéducatrice Mélanie Bilodeau. Elle est venue nous parler des consignes, les fameuses consignes, on ne peut pas passer à côté. Elle nous a parlé comment faire des consignes efficaces, comment instaurer aussi un cadre dans notre famille, un cadre familial qui respecte tant nos valeurs de parents que les besoins de notre enfant. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour Mélanie. Bonjour Alexandra. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir à l'enregistrement aujourd'hui. C'est notre premier enregistrement ensemble. Oui. Je vais te laisser te présenter un petit peu, puis après ça, on va embarquer dans notre sujet qui est aujourd'hui les consignes, les fameuses consignes. On passe tous par là comme parents, donc je pense que ça va être intéressant. Je sais pas. Fait que je te laisse te présenter. Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Mélanie Bilodeau, je suis psychoéducatrice et je suis spécialisée en périnatalité. Donc, tout ce qui touche l'arrivée du bébé, la grossesse, l'accouchement, tout ça, ça me passionne énormément. Et en petite enfance, 0-5 ans, alors je suis autrice du livre « Soyez l'expert de votre bébé ». Je suis conférencière, formatrice. J'accompagne les parents, finalement, dans la vie de tous les jours et les intervenants dans une approche d'intervention positive, bienveillante. Alors, c'est beaucoup ce que je préconise, vraiment de placer la bienveillance au cœur de nos interactions avec l'enfant, mais ce, dès la naissance. Oui. Ça, pour moi, c'est super important parce que je suis accompagnante à la naissance aussi. On a ce point-là en commun. Oui! Alors, voilà, c'est ma mission de vie. C'est super. On embarque dans notre sujet, les consignes. Tous les parents doivent passer par là, émettre des consignes dès tout petit, ne serait-ce que, attention, c'est chaud, on ne touche pas. Des consignes, après ça, ça continue, là, plus l'enfant vieillit, plus les consignes se complexifient aussi. Ouais. Les consignes aussi pour suivre les règles de vie, les règles à la maison, Donc, les consignes, allons-y. Puis là, j'ai pas de... Tu sais, on y va, là, puis on y va comme la discussion nous mène, puis on verra est-ce qu'on a le temps de couvrir, finalement. Oui. Est-ce qu'on pourra en parler longtemps? Ben, c'est ça. Selon la tranche d'âge aussi. Là, on va se concentrer 0-5 ans, les consignes pour les plus petits. Puis on y va. Allons-y. Ah, parfait! Donc, écoute-moi, la première chose que j'ai envie de te dire, Alexandra, quand tu m'as proposé le sujet des consignes, j'avais envie de rappeler aux parents toute l'importance de mettre en place un cadre à la maison qui est clair, qui est constant, qui est pas rigide non plus, parce qu'on va être dans la flexibilité avec nos tout-petits, mais un cadre, c'est important. Oui. Puis parfois, comme parents, on arrive avec un bagage de vie, donc on s'est construit d'une certaine façon. Absolument. On travaille habituellement en coparentage quand on a la chance d'être deux parents dans la vie d'un enfant. Alors, comme parents, c'est évident que les deux, on a un bagage de vie qui est différent. Alors, on a aussi un style parental différent qui amène des interventions, des interactions qui sont différentes avec l'enfant. Donc, il faut essayer de trouver une espèce de cohésion dans tout ça, puis une régularité dans le cadre. Donc, comme parents, est-ce qu'on est plus du style autoritaire? Est-ce qu'on est plus du style permissif ou entre les deux dans la démocratie, la parentalité positive? Fait que ça, là, c'est une première réflexion à avoir comme parent, à se dire, moi, je suis quoi comme parent? Comment j'interviens avec mon enfant? Puis est-ce qu'on a une cohésion aussi dans notre coparentage, dans notre alliance parentale? D'avoir cette prise de conscience-là dès le début, de voir quel style on est. Puis ça, on le sait pas toujours quand on est... Tu sais, quand bébé est dans le ventre, on n'a aucune idée, notre premier enfant, là, quel style on va être, puis tout ça. Mais assez rapidement, on se rend compte des différences entre les deux partenaires. Puis assez rapidement, on se rend compte aussi, comme tu dis, de notre style un peu plus, là, Absolument. Puis c'est très vrai ce que tu dis, hein. On se construit comme parents au fur et à mesure que l'enfant grandit aussi. Absolument. Donc, moi, je sais très bien que je pensais être une future maman cool, beaucoup dans la parentalité positive. Je pensais que j'avais ça naturellement. Puis je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus autoritaire que je pensais. Puis ça s'est pas fait dans les premiers mois de vie qui ont suivi la naissance de mon enfant. Ça s'est fait plus autour de l'âge de 18 mois, 2 ans, quand on commence justement à implanter un certain cadre,
cadre, à avoir à intervenir finalement auprès de notre enfant, à lui dire non et tout ça. Je me suis rendu compte que j'avais une tendance à être plus autoritaire. Malgré moi, parce que moi, je viens d'un milieu d'autorité, justement, puis je voulais tellement pas reproduire ce modèle parental-là, mais c'est ça qui m'avait construite. Alors, je savais pas comment faire autrement. Fait qu'il a fallu que je me questionne, puis j'essaie de trouver un juste milieu dans tout ça pour garder ma couleur à moi, garder ma personnalité, mon tempérament, me sentir bien dans mes interventions, mais aussi répondre aux besoins de mon enfant. Puis c'est pas par un style autoritaire, on le sait, qu'on en vient à enseigner à l'enfant. À être bienveillant. Exactement. Mais foncièrement, la bienveillance, je l'avais à l'intérieur de moi. Fait que même le parent le plus autoritaire du monde, bien souvent, il va agir par autorité pour répondre à son besoin à lui, un besoin d'impuissance, pas un besoin, mais en fait un sentiment d'impuissance qui fait qu'on se sent obligé d'intervenir de façon un peu plus punitive, un peu plus restrictive et tout ça, mais foncièrement, souvent, la bienveillance n'est pas tellement loin. J'aime tellement ce que tu as dit parce que tu as dit, j'ai appris à amener la bienveillance dans mes interventions, mais en me respectant. Puis ça, je pense que comme parents, là, des fois, on se sent coupable, on se sent, mais de revenir à notre base à nous, je pense que ça, c'est un point important aussi parce que, après ça, toutes nos interventions vont en découler. Puis je pense que si on n'est pas bien avec ce qu'on veut projeter, avec ce qu'on fait avec notre enfant, bien, on ne sera pas bien. Puis ça risque d'être un flop, finalement. Là. Il risque d'avoir des moments difficiles. Assurément. Oui. Assurément, parce que faut faire preuve d'autocompassion aussi envers soi-même. On prône beaucoup l'empathie vis-à-vis de nos enfants. On veut leur enseigner l'empathie. Puis on sait maintenant que le cerveau de l'enfant a besoin d'empathie pour se développer et tout. Mais on manque souvent d'empathie envers nous-mêmes comme parents. Oui. Puis cette autocompassion-là, elle est essentielle parce que si on n'y arrive pas comme parents à se pardonner, à s'écouter, à reconnaître nos erreurs, à être doux envers soi-même, à reconnaître nos besoins puis nos limites, ben on n'arrivera pas à être dans l'empathie vis-à-vis de notre enfant. Quand ton enfant te crie par la tête, il est en train de t'exprimer un besoin. Puis là, c'est bien beau dans la théorie de la parentalité positive de dire faut décoder le besoin derrière le comportement, faut accueillir l'émotion de l'enfant et blablabla. Dans le quotidien et l'action, c'est difficile. Puis si en plus, toi, t'as de la broue dans le toupette, t'es fatigué, t'es stressé et blablabla, et pour toutes sortes de raisons, ce cri-là, ce soir-là, vient te chercher dans le plus profond de ton âme, bien, c'est sûr que tu vas crier toi aussi et que tu n'arriveras pas à être empathique. Donc, il faut prendre le temps de se regarder aller puis de se dire, oh, attends un petit peu, moi, ce soir, je ne vais pas bien. Ce soir, j'ai pas le goût d'être un parent. Puis je trouve ça difficile puis j'ai pas le choix de le faire. Ce soir, ça devient un job. C'est pas juste du plaisir. Il faut être capable de se l'admettre. Souvent, on a peur d'aller là. On se dit, là, je vais tellement être un mauvais parent si je pense, juste le penser. Ben, on a le droit de le penser, puis on a le droit de le dire. On ne dira pas à notre enfant. Mais c'est ça, il faut trouver un espace pour le verbaliser. Paye-toi un psy si tu peux pas en parler aux gens autour de toi, mais trouve quelqu'un pour le nommer. Ce soir, j'ai pas le goût de rentrer à la maison. Je trouve ça difficile. Puis ensuite, on va être capable de se donner un petit peu d'amour, de se trouver des moyens, de dire, hey, ben regarde, je vais peut-être prendre 15 minutes de plus avant de rentrer à la maison, puis je vais aller courir, puis ça va me faire du bien. Puis il faut se trouver des moyens pour rester dans l'empathie envers nous-mêmes, tu sais. Donc, c'est comme ça qu'on va en venir à mettre en place un cadre qui a du bon sens avec notre enfant. Pour notre réalité à nous. Pour notre réalité à nous, parce qu'on a beau parler de constance, puis de l'importance d'être constant, puis d'être dans la cohésion avec notre partenaire de vie, qui est l'autre parent bien souvent, si on n'a pas pris soin de nous d'abord, ben on n'y arrivera pas. On va manquer de constance. Quand tu es fatigué le soir puis que ton enfant te demande 3-4 pattes d'ours avant le souper, bien, ça se pourrait que tu manques de constance puis tu lui dises « Prends donc la boîte au complet. » Puis ça va être correct pour ce soir. Tu sais, c'est pas la meilleure intervention du monde, on se comprend. Mais si on a pris le temps de s'écouter, de se dire, OK, ce soir, j'ai besoin d'air un peu. Je vais demander à mon partenaire de gérer un petit peu plus les enfants. Je vais m'occuper du souper pendant ce temps-là parce que je le sais que mes interventions ne seront pas optimales. Bien, ça va être plus facile de demeurer dans la constance puis la cohésion et tout ça. Fait que, tu sais, l'aspect de l'autocompassion, là, pour moi, je trouve que c'est primordial dans une parentalité sécurisante et positive et bienveillante avec nos enfants. Oui, puis à partir de là, nos consignes vont avoir plus de bon sens. Et voilà. Exact. Et voilà. Parce que, dans le fond, émettre une consigne, là, puis être
constant dans nos consignes, c'est un défi de tous les jours. Moi, là, le nombre de fois, justement, que tu le nommes super bien, là, de dire, hey, moi, ce soir, ça ne me tente pas d'être parent, là. Me semble que je m'assoirais et j'écouterais Netflix toute la soirée, mais je ne peux pas. J'ai des devoirs, le souper, le bon. Mais on n'a pas le choix. Hein? C'est notre réalité de parents. Mais arrive ce moment-là pour les consignes. Moi, chez nous, je sais que les écrans, c'est quelque chose de très important pour nous. On a réussi à ne pas avoir trop de temps d'écran à la maison. Bravo. On a plein d'autres défis. Mais ça bravo. a été notre cheval de bataille, là, tu sais, de couper les écrans parce qu'au départ, quand on est devenu parent, il y en avait plus. Et là, ben, on est allé vers moins d'écran. Pour nous, c'est ça. Puis là, des fois, il faut se regarder puis se parler parce que des fois, on aimerait beaucoup ça, dire « Hey, savez-vous quoi? On va vous mettre un film, là. On n'est plus capable. » C'est tellement facile! Ben, c'est ça. Mais ça, pour nous, c'est très important. Oui. Mais la consigne des écrans chez nous est toujours la même. Voilà. Est toujours vraiment... Par contre, il y a d'autres consignes que là, il va falloir s'asseoir puis réfléchir à comment on pourrait faire pour être constant parce que là, ça ne fonctionne pas du tout, tu sais. Fait que là, c'est là-dessus, moi, que j'aimerais qu'on se lance, là, par rapport aux consignes parce que, tu sais, par consigne, qu'est-ce qu'on entend d'abord? Oui. Bien, tu sais, une consigne, c'est quand même quelque chose de très large. Hein? Tu sais, souvent, la consigne, on va l'interpréter comme étant une demande qu'on va faire à l'enfant, tu sais. Mais souvent, nos consignes, elles vont, puis c'est pas nécessairement la meilleure façon de faire, mais elles vont cibler le comportement qu'on veut pas que l'enfant en fasse. Oui, je comprends. Fait qu'on va avoir tendance à lui dire non, pas d'écran. Ou pour les plus petits, ça va être non, saute pas sur le divan. Oui. Ou non, va pas dans la flaque d'eau. Non, pas de pâte d'ours avant le souper. C'est souvent pour les protéger puis pour bien faire comme parents. Absolument. Parce qu'on a un objectif en tête. Par exemple, les pâtes d'ours avant le souper, c'est parce qu'on veut qu'ils mangent au souper. Ben oui. Bon, fait qu'on a un objectif qui est positif dans notre tête, mais ce qu'on aimait comme consigne est formulé de façon plus négative, si je comprends bien. C'est ça. Formulé de façon négative, frustrant. Oui. Pour l'enfant, c'est tellement plate de me faire dire ce que je peux pas faire. Personne n'aime ça, se faire dire ce qu'il peut pas faire. Oui. Personne. Oui. Et ce n'est pas clair pour l'enfant ce qu'il doit faire. C'est ça. L'enfant, on a bien beau dire, ne saute pas sur le divan. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire à la place? Exact. Exact, je comprends. Et là, évidemment, il y a un besoin derrière le comportement, comme on disait un petit peu plus tôt. Oui. L'enfant qui saute sur le divan, là, il est en train de nous exprimer quelque chose, là, tu sais. Est-ce que c'est parce qu'il a besoin de s'agiter, parce qu'il n'est pas capable de rester assis? Est-ce qu'il découvre que ça rebondit? Ben voilà, aussi, parce qu'il y a beaucoup de plaisir. Il faut répondre à ce besoin-là. Tu sais, ça, c'est un autre dossier. Est-ce qu'on peut offrir un trampoline? Est-ce qu'on peut lui permettre de sauter au sol? Bon, il y a des alternatives. Mais ça reste que si je dis à l'enfant, saute pas sur le divan, puis que lui, il a un besoin de sauter sur le divan pour X raison, c'est super frustrant. Et il comprend pas plus c'est quoi mes attentes. Donc, pourquoi je peux pas sauter sur le divan? Moi, quand j'ai 3 ans, là, la raison m'intéresse pas vraiment. Oui. Savoir que je vais me casser un bras ou que je vais briser le divan, ça m'intéresse pas vraiment combien tu as payé ton divan. Puis me casser un bras, j'ai pas encore conscience que ça pourrait m'arriver. Donc, l'enfant a besoin de savoir c'est quoi le comportement qui est attendu. Puis là, je dis ça, je sais que c'est difficile à faire dans la vie de tous les jours. C'est vraiment pas évident, ça sort naturellement. Non, fais pas ça, non, fais pas ça, fais ça comme ça. Mais souvent, là, puis je reviens souvent à ça dans les podcasts, on est souvent dans l'action, réaction à la maison, on est souvent à la course. On a souvent besoin vite le souper, l'école, l'école, la garderie, le travail. Bon. Donc, on est souvent dans action-réaction. Donc, on ne prend pas le temps à chaque fois de réfléchir à ce qu'on va dire. Hey, non. Mais j'imagine que c'est un réflexe à un moment donné qui va arriver, c'est ça. Ben oui, ça se travaille. Ça se travaille. C'est que des fois, on s'en rend compte pendant notre intervention. On dit à l'enfant, saute pas sur le divan, il continue à sauter. Ben là, on peut se regarder aller puis se dire, ouais, là, il y a quelque chose qui marche pas. Attends un petit peu, je vais me reprendre. Assois tes fesses sur le divan. Je veux que tu t'assoies. Ça, déjà, c'est moins frustrant. Tu n'es pas en train de me dire que je peux pas sauter sur le divan. Puis tu es en train de m'émettre clairement tes attentes. Puis ça, l'enfant, il a besoin de le savoir. Puis plus nos attentes vont être claires comme parents, moins on va répéter souvent aussi. Ah oui, ça, le répète. Oui, OK. On répète. Et c'est ça, être un parent, tu sais. Puis c'est un peu la job de l'enfant de tester nos limites puis de nous faire répéter. C'est correct. C'est normal. C'est tout à fait normal. L'enfant, il veut valider. Est-ce que c'est encore les mêmes attentes et tout? Mais quand moi, je vais plus parler en termes de règles qu'en termes de consignes en soi. Parce que quand les règles à la maison sont bien définies, on répète beaucoup moins souvent. Puis c'est là que les consignes deviennent faciles à formuler. C'est-à-dire que si l'enfant sait clairement qu'à la maison, on ne mange pas, par exemple, dans le salon. C'est une règle qui est claire.
Ça a été défini à l'avance, entre partenaires, on a une cohésion, on est constant ensemble, on est cohérent, tout le monde tient son bout. Il n'y a pas de papa permet de manger dans le salon quand maman est au yoga, etc. C'est clair, c'est connu d'avance. Bien, ça va être beaucoup moins frustrant pour l'enfant quand on va lui dire « Ah, mon grand, je veux que tu viennes t'asseoir à la table. Là, je suis en train de te donner une consigne parce que tu as amené ton assiette dans le salon. Je te rappelle la règle. Quelle est la règle dans notre maison? On mange à la table. Et voilà. Donc, on essaie d'établir davantage des règles. Et puis dans une maison, il ne faut pas qu'il y en ait 500 règles non plus. Là. Parce que trop, c'est comme passé. On essaie de voir ce qui est vraiment prioritaire dans notre maison, ce qui est négociable et ce qui est non négociable. OK. Puis dans une famille, ce qui est non négociable, c'est pas la même affaire de ce qui peut être dans une autre famille. Je sais pas chez toi, là, Alexandra. Qu'est-ce qui est non négociable? Spontanément comme ça. Bien, non négociable, manger ailleurs qu'à la table, là, chez nous, ça, c'est non. Bon, on mange à la table. Sauter sur le divan, c'est non négociable. Parce que j'en ai déjà une qui s'est cassé un bras, tu sais. Voilà, c'est ça. C'est cohérent. La télévision, c'est la fin de semaine. Ça, c'est non négociable. À moins, puis là, c'est ça, j'apporte peut-être une nuance à ce que tu as dit. Des fois, si la règle, c'est de ne pas manger dans le salon, on peut faire des spéciaux. Oui, c'est ça. Absolument. C'est ça. Donc, nous, la télé, c'est la fin de semaine. Mais des fois, pour faire un spécial, on va s'asseoir, on va écouter un film, tu sais. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est non négociable. La télévision, c'est la fin de semaine. Mais, mais les enfants le savent. Puis est-ce qu'ils testent les enfants la semaine? Oui. Ben oui. C'est leur job d'enfant. J'ai le nez qui coule, je suis fatiguée. Peut-être que je pourrais écouter une émission. Tu sais, c'est ça. Oui, ils testent. Mais quand tu rappelles la règle, somme toute, est-ce que tu as argumenté pendant une demi-heure avec eux autres? Non, ça va relativement bien. Voilà. Relativement bien. Parce que la règle, elle est connue d'avance. Parce que c'est clair pour eux autres. Puis ça aussi, la notion de clarté dans les règles, c'est super important. Tu sais, moi, je te dirais spontanément, si tu m'avais posé la question, qu'est-ce qui est non négociable chez vous? Je t'aurais dit le respect. Ah, ben là, oui, aussi. Oui, effectivement. Sauf que le respect pour c'est moins toi tangible, pour moi, ben oui, exact. C'est exactement là que je m'en vais. C'est vraiment pas concret, le respect. C'est quoi le respect, tu sais? Il y a des familles qui vont dire, moi, tu ne lèves pas le ton. Tu me parles doucement, sinon c'est un manque de respect. Puis il y a des familles que ça crie, puis ça parle fort, puis tout le monde a une voix qui porte. Alors, ce n'est pas un manque de respect. Fait que c'est super important de déterminer clairement avec l'enfant c'est quoi la notion de respect si on est dans quelque chose qui est très vague comme ça, tu sais. La notion d'écran, bien ça, c'est clair. Oui, ben oui, c'est un objet, c'est là, c'est facile, c'est compréhensible. Voilà. Mais en même temps, tu dis pas d'écran, mais il y a quand même des facteurs là, qui vont déterminer à quel moment ils ont droit aux écrans puis à quel moment il n'y en a pas. Fait que tu as clarifié ta règle, somme toute. Absolument. Par exemple, un enfant qui ne peut pas aller à l'école parce qu'il est malade, souvent va avoir le droit d'être couché sur le divan et écouter une petite émission en buvant son jus. Ben oui. Puis le jus, ça, c'est une autre chose. Chez nous, il n'y a pas de jus. Sauf pour les occasions spéciales ou quand tu es malade. Fait que ça aussi, c'est une autre règle chez nous. Mais, puis là, je mets écran et jus quand tu es malade, c'est permis. Fait que oui, ça fait du sens. Oui, c'est ça. Ça fait du sens. Fait qu'il y a vraiment les règles qui sont non négociables, que là, il faut s'entendre comme partenaire, il faut que personne plie là-dessus parce que c'est là qu'on va être dans le pétrin et que les enfants vont tester énormément. Et il y a ensuite les règles qui sont négociables. Ça, c'est plus touché, là. C'est plus touché. C'est-à-dire que les règles non négociables, faut pas qu'il y en ait trop, comme je disais tantôt. Tu sais, fait que quand on est rendu à 5, 6 règles non négociables dans une maison, ça commence à être beaucoup. Parce qu'il faut que tout le monde réussisse à la tenir, cette règle-là. Puis la règle non négociable, ça veut aussi dire que grand-maman, ça vient garder. Il faut qu'elle la tienne, cette règle-là. Tu sais. Ça, c'est un défi, là. C'est un défi. Fait que c'est pour ça qu'il faut pas qu'il y en ait trop non plus. Parce que souvent, les grands-parents ne nous suivent pas tout à fait dans nos interventions. Puis c'est normal aussi. Ils n'ont pas toujours les mêmes valeurs et le même style éducatif. Puis les règles négociables, bien, c'est là qu'on peut se permettre d'amener notre couleur comme parent. Donc, si je reprends l'exemple de manger dans le salon, il y a des familles que ça ne les dérange pas. Mais que madame a dit, moi, j'aime mieux manger à la table. Je trouve ça convivial. Je trouve que c'est un moment important. Je ne veux pas qu'on mange dans le salon. Je veux qu'on partage du temps ensemble, mais que ça ne me dérange pas quand je ne suis pas là, que vous mangez dans le salon avec papa. Je comprends. Ça, c'est correct.
Donc, les enfants le savent très bien que quand maman est là, c'est autour de la table, puis quand maman n'est pas là, party dans le salon. Puis c'est correct, ça enlève pas de l'autorité à maman, ça lui enlève pas de la crédibilité non plus. Mais ça reste que c'est négociable, oui et non, parce qu'il y a un contexte. Ouais. Tu sais, maman est à la table, papa, parce que là, moi, je sais, moi, quand c'est moi qui cuisine, c'est végétarien. Ça, c'est non négociable. Okay. Moi, je ne cuisine aucune viande. Là, je suis partie de la maison pour 3 jours. Je sais que les enfants vont manger de la viande avec papa, puis c'est correct, tu sais. Mais ils le savent aussi. Tu sais, ils ne me demanderont pas de manger du poulet quand ils savent que c'est moi qui est là, qui cuisine, tu sais. Mais avec moi, c'est non négociable. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est souple. Oui. C'est ça, tu as raison. C'est plus souple dans ce contexte-là. Parce que moi, négociable, dans ma tête, c'est que l'enfant, on va pouvoir justement négocier, mais là, avec moi, c'est non négociable. Ouais. Mais tu as raison. Je pense que mon exemple n'est pas bon. Ben, l'exemple est bon, c'est ça, mais c'est juste une petite précision peut-être. Oui, mais tu as tout à fait raison parce que c'est vrai que dans ce contexte-là, ça serait comme non négociable avec maman. Puis, tout à fait. Mais tu sais, si je prends l'exemple, supposons, on va en trouver un autre qui va être plus clair parce que tu as tout à fait raison. Supposons les vêtements. Oui. OK? Oui. Moi, j'ai un exemple de règle négociable à la maison qui est, écoute, moi, la semaine, parce que moi, mes enfants seraient toujours en pantalon mou. Oui, moi aussi. Toujours. Bon. Puis des fois, je trouve que ça a l'air fou un peu, puis ils ont des trous dans les pantalons. Puis c'est bon, des fois, je me dis, on pourrait se forcer un petit peu, mettons. Oui. Fait qu'ils le savent que si on va dans un souper ou un endroit où, bon, socialement, c'est moins bien vu, puis là, j'ai l'air d'être dans le paraître, mais bon, tu sais, des fois, on s'entend. Là, chez toi, c'est comme ça, c'est correct. On va dans un mariage, tu pourras pas mettre tes pantalons mous avec des trous dedans. Exact, bon. Mais c'est négociable, c'est-à-dire que je vais comprendre que tu n'as pas envie d'être dans un beau pantalon propre, mais je veux que tu trouves quelque chose qui va être beau quand on va sortir de la maison et qu'il n'y aura pas de trous dedans. Tu sais. Fait que c'est une règle qui est négociable. C'est-à-dire que tu peux sortir bien habillé ou un petit peu semi. Mais en même temps, il n'y aura pas de pantalon mou avec des trous puis des spots de peinture puis de gazon dessus. Si on va dans un mariage, mettons. Bon, je dis ça, puis on ne va pas dans des mariages à toutes les semaines. Là, mais... Surtout pas ces temps-ci. Surtout pas ces temps-ci. Mais tu sais, moi, j'ai souvent... Ouh, mon micro s'en va. J'ai souvent des obligations professionnelles ou tu sais, des trucs que, bon, il faut être un petit peu mieux habillé, mettons. Fait que des fois, c'est ça, je préfère que mes enfants soient un peu mieux habillés. Fait que ça pourrait être négociable. Mais tout ça pour dire que des règles non négociables, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Oui, je comprends. Il faut vraiment trouver un juste équilibre là-dedans parce qu'on ne veut pas devenir rigide. Puis il ne faut pas que ça soit l'armée à la maison. Là. C'est ça. Il faut s'amener un peu de souplesse. Il faut que ce soit agréable. Il faut que ça soit agréable. Il faut qu'il y ait de la flexibilité. Puis tu sais, moi, je dis tout le temps, posez-vous la question, là. Tu sais, quand il y a quelque chose là, vraiment qui te dérange, là, est-ce que c'est si grave que ça? Oui. Mon exemple de pantalon mou, là, je me suis posé souvent cette question-là. Il veut mettre ses pantalons mous. Puis ça, c'est juste moi là, qui trouve que c'est pas toujours beau. Mais des fois, je me dis, est-ce que c'est si grave que ça? Ben non. Mais moi, tu vois, cet exemple-là exactement, avec mon plus vieux, il n'est pas capable de mettre des pantalons propres. T'sais, lui, il a des sensibilités. Exact. Mais ça, moi, j'ai complètement lâché prise et je m'excuse même au professeur au début de l'année. Toi aussi, tu te sens mal. Moi, j'aime pas ça. Ah, c'est bon, tu me déculpabilises. Je le dis au professeur, je m'excuse. Il va avoir des trous dans ses pantalons. Il va mettre ses pantalons mous. C'est parce qu'il n'y en a pas au magasin des pareils. Puis je peux pas y en racheter une taille plus grande pour l'instant. Mais ça, je comprends. Là, pour moi, ça, j'ai juste lâché prise. Mais c'était non négociable au départ. Oui. J'obligeais mon enfant à s'habiller avec du linge propre pour aller à l'école, par exemple, quand il était en maternelle. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était une bataille perdue. Là. Je gaspillais tellement d'énergie à vouloir qu'il soit, justement, comme tu dis, surtout bien habillé, selon mon critère, que ça me grugeait tout mon jus. Donc là, ce point-là, chez nous, est rendu 100% négociable. Ben, tu vois, nous aussi. Tu t'habilles comme tu veux. Oui. Mais c'est ça. Toi, c'est vraiment dans tous les contextes parce que là, on parle d'hypersensibilité. C'est ça, exact. Mais moi, ce point-là, au début, c'était très important pour moi, mais là, c'est rendu 100% négociable. C'est plus une règle qui est rigide. Oui. Mais il faut.
Il faut, puis particulièrement dans ton contexte, là, il fallait que tu t'adaptes à ton enfant, mais même dans la vie de tous les jours, il faut se la poser la question, est-ce que c'est si grave que ça? Moi, c'est vraiment là que j'en suis dans ma vie quand il met ses pantalons mous pour aller à l'école, même s'ils ont des trous. Est-ce que c'est si grave que ça? Parce que c'est mon enfant qui tourne à gauche quand tout le monde va à droite, qui m'a dit un jour, oui, mais maman, on s'en fout. Je t'ai raison. Il dit, qu'est-ce que ça change dans ta vie que je mette des beaux jeans plutôt que mes pantalons mous? Rien du tout. Je t'ai raison, ça change rien. Puis là, je me suis sentie très superficielle de dire, oui, mais c'est parce que c'est pas beau. Mais ça reste que on en a des moments comme ça, nous aussi. C'est normal. Mais il avait raison, Ticœur. Il dit, moi, je suis bien. Qu'est-ce que ça change? Puis j'ai dit, t'as raison, est-ce que c'est si grave que ça? Ben non. Fait qu'il faut regarder notre environnement, là, puis des fois, se la poser, cette question-là. Moi, j'ai une autre règle à la maison qui avait aucun bon sens. Quand j'ai eu des enfants, moi, j'ai grandi dans un milieu, on allait à la messe le dimanche, puis tout ça. Fait que les chapeaux, les casquettes à table, c'était non. Mon chum, quand j'avais 16 ans, venait à la maison, il avait sa casquette. C'était la première affaire que mon père lui disait, tu enlèves ta casquette, jeune homme. Fait que je me suis jamais posé la question à savoir si c'était logique, cohérent, puis si c'était pertinent comme règle, c'était ça. Alors, quand j'ai eu 2 garçons, j'ai eu une fille et ensuite 2 garçons, quand ils ont commencé à mettre des casquettes à la table le soir, au souper, j'étais scandalisée. Puis je leur disais, tu vas enlever ta casquette? Mais pourquoi? Un jour, le pourquoi est arrivé et je n'avais pas de réponse. Ma réponse était, parce que c'est comme ça. Il n'y a pas de casquette à table. Et là, mon chum m'a regardé avec ses beaux grands yeux. Il m'a dit, dans le creux de l'oreille, en faisant la vaisselle, c'est pas très logique. C'est quoi le rapport? Mais qu'est-ce que cette réponse? Je t'ai raison, j'en ai pas de réponse. Pourquoi tu veux pas qu'ils mettent de casquette? C'était comme ça chez nous. C'est ça. C'était comme ça chez nous. Mais il n'y avait pas de logique derrière ça. Alors, je pouvais pas enseigner à mes enfants un comportement qui avait du sens. C'était pas logique. Alors, la seule raison que j'étais capable de trouver, c'est, quand tu as une casquette puis tu as une petite palette devant les yeux, je vois pas bien tes yeux puis j'aime pas ça à la table. Donc, retire ta casquette, je veux voir tes beaux yeux. Et là, mon petit dernier, très intelligent, il a viré sa casquette de bord puis il a mis sa palette par en arrière en me disant, maintenant, maman, est-ce que tu me vois bien? Tu vois mes yeux. J'ai dit, là, est-ce que c'est si grave que ça? Ben non. Fait que maintenant, il porte sa petite casquette à l'envers, la palette par en arrière, tu sais. Faut se la poser, cette question-là. Faut être logique. Si ce n'est pas logique, les enfants ne vont jamais mettre en application ce qu'on leur demande. Mais tu sais, tout ce que tu nommes là, c'est encore porter un auto-regard sur nous-mêmes. Tu sais, ça revient toujours à ce qu'on a mentionné au début, de toujours revoir en dedans de nous. Parce qu'on s'entend, il y a des incohérences qu'on fait comme parents. Là. Tout plein. Il y a des, comme la casquette, répondre, c'est comme ça. Dans la tête d'un enfant, c'est comme ça. C'est pas une bonne réponse, tu sais. Mais pour toi, c'était... je me suis jamais questionnée là-dessus. Allons me questionner maintenant, tu sais. Là, je vais aller me questionner, puis on viendra à une conclusion après. Puis tu aurais pu très bien tenir à ton bout puis dire non, à la table, il n'y en a pas. Mais là, tu t'es rendu compte peut-être que c'était pas une bataille que tu voulais mener, mettons. Oui, puis pour moi, c'est très important que ce que je fais, ça soit logique pour mes enfants. Parce que, puis de toute façon, c'est comme ça aussi en intervention. Ce qu'on souhaite, c'est favoriser la motivation intrinsèque chez l'enfant, pas la motivation extrinsèque. Donc, on veut les amener à se responsabiliser. Donc, si toute sa vie, mon enfant ne met pas sa casquette à la table juste pour me faire plaisir, la minute qu'il va sortir de la maison, il va continuer à la mettre sur sa tête, sa casquette, et avec raison, parce que ça n'a pas de sens. Si ça a du sens, si c'est logique, si je suis capable de leur renseigner quelque chose d'intelligent, mes enfants vont avoir le goût de se responsabiliser et de le faire. Tu sais, le ménage de ta chambre. C'est exactement l'idée que j'avais en tête. Tu vois. Tu l'as dit que j'allais le dire. Là. C'est exactement ça que j'avais en tête. Parlons-en. Tu sais, quand les enfants sont tout petits, souvent la chambre est quand même bien rangée parce qu'on les coach beaucoup. On les encadre. Ils ont moins de choses dans leur chambre. Ils ont moins de choses, exact. On ramasse en arrière, puis on leur enseigne à ramasser leurs jouets avant de redescendre souper, etc., etc. La minute qu'ils deviennent un ado et que la même chambre pas un nous ado, est moins accessible. Un enfant, juste un enfant plus vieux. À partir de 10 ans, là, tu sais, 9-10 ans, là. Et là, on perd le contrôle, là. Moi, j'ai une grande de 17 ans à la maison. J'ai perdu totalement le contrôle de son espace, là. Et ça,
il a fallu que je lâche prise et que je me dise, est-ce que c'est si grave que ça? Donc, je me rends compte qu'ultimement, elle ramassait son espace pour me faire plaisir. En fait, parce que je l'exigeais. C'était même pas pour me faire plaisir et non pas pour se responsabiliser. Mais dans d'autres sphères de sa vie, elle a appris à se responsabiliser et maintenant, elle travaille, elle est bien organisée. Quand elle est au boulot, tout le monde l'apprécie. Elle est responsable. Mais ça, c'est la grosse différence entre exiger quelque chose à l'enfant et lui enseigner. Alors, quand je suis dans des consignes, dans des appels directs très, très clairs, assis tes fesses, saute pas sur le divan, viens t'asseoir à table, mais qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'explication à l'enfant, bien, l'enfant ne prendra pas à se responsabiliser davantage. Et c'est pas comme ça qu'il va devenir un adulte, un ado, et éventuellement un adulte socialement accepté, acceptable, responsable, indépendant, autonome. J'ai un exemple qui vient de popper. Là, cette semaine, c'est arrivé. Nous, on a des crochets pour mettre les sacs d'école. Quand l'enfant arrive, il doit vider son sac, la boîte de collation, le carnet de devoirs s'il y en a, tout ça. Puis après ça, il va accrocher son sac. Et là, moi, cette semaine, il y a une journée, je suis arrivée plus tard que les enfants. Mon conjoint était là. Puis, j'arrive et je m'enfarge dans le sac dans l'entrée. C'est bon. Le classique. Là, je dis, viens ramasser ton sac. Il se passe rien. Là, je dis, viens ramasser ton sac. Alors là, il vient, il ouvre son sac, prend sa boîte de collation, sort son affaire de devoir, mais laisse le sac là. Tu sais, mais moi, je faisais autre chose. Je reviens dans l'entrée. Le sac est ouvert en plus, dans le milieu du chemin. Et là, je dis, je t'ai demandé de ramasser ton sac. Et là, lui, de me répondre, veux-tu arrêter de répéter tout le temps la même chose? Puis là, moi, je l'ai regardé, j'ai dit, ben oui, mais... Il dit, qu'est-ce que ça te fait que mon sac soit là? Là, je dis, en théorie, rien. Mais là, c'est parce que je viens de m'enfarger dans ton sac à dos. Ben oui, c'est passé quelque chose. Là, il a fait, voilà. Il est allé accrocher son sac. Mais il m'a vraiment dit, arrête de me répéter ça, tu sais, qu'est-ce que ça te fait? Ben, c'est parce que j'ai failli tomber. Mais là, je lui ai donné la raison. Voilà. C'est pas toujours le cas. Voilà. Il y a des choses, des fois, qui sautent pas sur le divan. Tu t'es jamais cassé de bras. T'as pas de raison. Tu n'as pas d'image de ce qui peut arriver, là, dans le fond, quand tu es un enfant, là, du moins. Non, mais ça reste qu'il y a une logique quand même. Exact, mais il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer. Moi, je le sais que tu pourrais tomber. Tu pourrais te faire mal. Tu pourrais te faire mal. Oui. C'est peut-être pas une bonne idée. Tu pourrais te faire mal. Voilà. Ouais. Puis c'est là que dans l'application de nos règles, tu sais, comme ton exemple de sac à dos, là, tu as failli te faire mal, tu sais. Ça peut devenir une règle très claire quand ça fait 50 fois que tu t'enfarges dans le sac à dos. En fait, de grâce, applique ta règle avant que ça fasse 50 fois. Parce que tu vas péter ta coche et ça sera pas long. C'est là, hein? Oui. C'est vraiment ça comme problème. Le problème qu'on a comme parents, souvent, c'est qu'on répète beaucoup, beaucoup, beaucoup. La preuve, ton enfant t'a dit, arrête de répéter toujours la même chose. Donc, les enfants ne sont pas sourds. Ils nous entendent. C'est juste qu'ils font de l'attention sélective, tu sais. Alors, avant de se rendre à 50 fois, moi, je pense qu'après 3 fois, ça commence à être pas mal. Ça peut devenir une règle à la maison. De dire, bon, là, ce soir, je ne vais pas te le dire là, le moment que je me suis enfargée dans ton sac parce que tu ne seras pas réceptif. Oui. Mais ce soir, à la table, quand on va souper, je vais vous exposer mon sentiment et mon besoin. Donc, c'est pas parce que je suis une mère contrôlante qui veut que tu ramasses tes affaires. Motivation extrinsèque dont je parlais tantôt. On veut favoriser ta motivation intrinsèque. Je vais t'expliquer comment moi, je me sens dans cette situation et quel est mon besoin. Puis ça, on peut le faire même avec les tout-petits, 2-3 ans, là. Je n'aime pas ça quand j'arrive à la maison et que je m'enfarge dans ton sac. J'ai besoin que tu le ramasses. Je voudrais pas me faire mal. C'est pour ma sécurité. Point barre. Oui. Puis si ce n'est pas ma sécurité, ça peut être celle de quelqu'un d'autre aussi. Tu sais. Ça, c'est logique. C'est pas parce que je suis une maman contrôlante qui veut que son environnement soit bien rangé. Tu sais. Ça, pour l'enfant, c'est pas de motivation. Ça ne m'intéresse pas. Mais les enfants sont foncièrement sensibles et empathiques. On sait que très, très jeunes, les enfants ont l'empathie. Alors, ton enfant est capable de t'écouter dans un moment où il est réceptif. Pas dans le moment où tu es toi-même fâché puis que tu lui as dit « Viens ramasser tes affaires », puis là, il a bourrassé, puis il est venu. Là, c'est sûr qu'il ne t'écoute pas. Mais assis à la table, tranquille, tout le monde ensemble. Bon, là, à partir de demain, gang, tout le monde a son crochet. S'il vous plaît, on accroche les sacs à dos. J'en ai besoin, tu sais. Oui. Les enfants, là, ils sont pas nonos. Ils sont réceptifs. Ils sont capables de nous écouter puis être sensibles. Mais il faut trouver le bon moment.
pour s'exprimer auprès d'eux. Puis malheureusement, on le fait généralement quand on est émotif. Quand il est trop tard. Moi, la première. Ou quand il est trop tard, ou quand Oui. ça fait 50 fois qu'on répète. Oui, oui. C'est sûr qu'on est émotif quand ça fait 50 fois qu'on répète. Tu sais, là, on revient encore au début, là. On Oui. porte un regard sur la situation, Encore sur une notre fois. réaction, sur les besoins. Fait que c'est vraiment de revenir toujours à la base, là. Puis, tu sais, le ramassage, là. Tu sais, Mhm. Puis, une fois que l'enfant a compris que piler sur un Lego, ça fait mal, là, ben son Lego, il le ramasse après, tu sais. Oui. Nous, on a un lapin chez nous qui est en liberté dans la maison, tu sais, puis le lapin mange les crayons. S'il y a un crayon de bois ou de cire qui tombe au sol, le lapin, il le mange. Quand les enfants ont compris, puis d'un, c'est dangereux pour l'animal, puis de deux, ils n'en ont plus de crayons après, tu sais. Quand ils ont compris ça, il n'y en a plus de crayons qui traînent par terre. Il y a des crayons feutres, par exemple, qui traînent par terre, parce que ça, c'est pas dangereux pour personne. Jusqu'à temps qu'on pile dessus ou que, bon, peu importe, Ouais. j'en aspire un avec la balayeuse. Et tu sais. voilà. Conséquence logique. Exact. Mais, oui, ça fait bien du sens, tout ça. Ça fait bien du sens, tout ça. Puis on revient à porter un regard sur nous comme parents. Oui. Toujours là. Oui, puis ce que tu nommes en termes de crayon de cire, puis tout Ouais. ça, là, on parle de conséquences, hein? Oui. Il faut qu'il y ait des conséquences qui sont, encore une fois, logiques. Je parle de règles logiques, mais il faut que la conséquence le soit aussi. Oui. Il y a des conséquences dites naturelles. L'enfant qui va tomber du divan, j'ai pas besoin d'ajouter une conséquence Ça fait mal supplémentaire. Hein? Puis il n'y a pas besoin que je l'humilie, que je le blâme. Je et que te l'avais dit. Exact. Ouais. Ça, c'est un réflexe normal de parent. Ouais. C'est pas grave de l'avoir échappé Non, c'est quelques fois. Faut juste se regarder aller puis Oui. se dire, bon, OK, excuse-moi, je vois, tu as mal, je suis désolée. OK, prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait? Ça sert à rien hein, de revenir sur ce qui s'est passé. Souvent, les parents vont me dire, Mélanie, est-ce qu'on fait un retour? Oui et non. C'est-à-dire qu'on peut discuter ensemble, mais on ne va pas revenir sur la situation. On regarde en avant, jamais en arrière. OK. C'est ça la vie de toute façon. Oui. Hein? On ne regarde pas dans le passé, on regarde en avant. Donc, la prochaine fois, quand je vais te demander d'asseoir tes fesses sur le divan, est-ce que tu vas le faire? Oui. Mais oui, on peut se faire mal. Plutôt que, tu vois, je te l'avais dit, hein, tu as continué à Oui. sauter, blablabla, ça sert à rien, tu sais. Ce qu'on veut, c'est avoir des conséquences naturelles et logiques. Donc, l'enfant qui nous fait lambiner un petit peu le matin, qui arrive en retard à l'école, il y a peut-être une conséquence à l'école parce Oui. qu'il est arrivé en retard ou du moins son enseignante lui a fait un petit C'est reflet, mentionné. elle l'a recadré, il n'a pas aimé ça, il nous le ramène à la maison le soir. Ça sert à rien de rajouter une conséquence le lendemain matin. Il y en a eu une conséquence et c'est une Oui. conséquence naturelle. Et la vie, ça va être ça. C'est là la grosse différence entre les punitions et les conséquences. La punition, on est dans quelque chose de très restrictif. Ce qu'on veut, c'est générer un malaise chez l'enfant. Ça, c'est un style autoritaire, coercitif. C'est pas ce qu'on souhaite parce que Oui. plus tard, notre enfant va pas se plier à l'autorité. C'est pas ce qu'on veut qu'il soit. On veut que ça soit un adulte qui est affirmé, qui prend sa place et qui cherche à se faire respecter de façon saine et adéquate. Donc, notre enfant, il faut qu'il ait des conséquences qui sont logiques. Donc, mon enfant qui a laissé traîner son crayon par terre, le lapin l'a mangé, ben je considère que c'est fait. C'est naturel et c'est logique. Tu sais. Oui. S'il n'y a pas une conséquence naturelle, ben c'est à moi, comme parent, peut-être mettre en place une conséquence logique. Tu sais, moi, je pense à mes enfants. À un moment donné, ils ne vidaient jamais leur boîte à lunch Oui. au retour de l'école. J'étais tannée de répéter ça. Et à un moment donné, j'ai énoncé clairement quelle serait la conséquence le jour suivant. Alors, demain, je m'attends à ce que tout le monde ait vidé sa boîte à lunch parce que pour moi, c'est pas agréable. J'ai nommé mon besoin. Oui. J'ai nommé comment je me sentais. J'aime pas ramasser votre vieux dîner qui a eu chaud dans la boîte à lunch. J'ai besoin que tout le monde se ramasse. Demain, si ce n'est pas fait, bien, malheureusement, vous allez retourner à l'école avec votre vieille banane noire dans le fond de la boîte à lunch. C'était clair pour tout le monde, là. Il y en a 2 sur 3 qui ne l'ont pas fait. Il y en a 2 sur 3 qui sont allés à l'école avec la vieille banane puis le fond de macaroni dans la boîte à lunch. Ils l'ont pas trouvé drôle. Le lendemain, ils ont vidé Ils leur l'ont boîte à vidé. lunch et c'était réglé. Oui. C'était une conséquence logique. Logique. Oui. Ça faisait du sens. Voici ce que moi, je vis quand je vide ta boîte à lunch. Alors, si tu la vides pas, moi, je la vide plus. Alors, c'est normal que le lunch reste dedans, tu sais. Oui. C'était logique, ça faisait du sens, ça leur a enseigné quelque chose. Et maintenant, ils ne le font pas par motivation extrinsèque. Oui. Ils ne le font pas parce que maman m'a dit de le faire, je veux pas qu'elle me chicane. Ils le font parce que, pas le fun, la banane noire écrasée dans le fond de la boîte à Oui. lunch. tu sais. J'ai un autre exemple par rapport à ça. Moi, je suis tannée les bobettes dans les pantalons. Ils viraient à l'envers. Virer à l'envers, tu sais, dans le panier à linge. Ben, j'ai sais. arrêté.
Moi, aussi. je leur donne leurs pantalons avec les bobettes accrochées dessus. Moi aussi. Moi, ma job est faite, je les ai lavés. Exactement. Maintenant, toi, ça te fait suer un petit peu d'être obligé d'enlever tes bobettes, des pantalons, virer les pattes. Ben, la prochaine fois, tu le feras avant. Oui. Moi, mon travail est fait. Même chose pour les bas. Je Oui. ne vire plus aucun bas. Je me suis fait une tendinite au pouce Ah là. parce que je virais les bas, tu sais, pour C'est les plier. incroyable. Ouais. Là, j'ai plié. Je vois une paire de bas, je la plie, je regarde pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Tu t'arrangeras, mon minou. Hey, on dirait que c'est comme ça dans toutes les familles. Hein? Oui. C'est incroyable. On dirait que les enfants, ils ont tous le réflexe on déroule les bobettes puis les pantalons. Mais bobette, moi, j'ai vu bobette, pantalon, bas. Les deux bas encore. Tu sais, Tout les attaché. petites filles, on se fait des petits Oui, leggings. dans ça- le legging. Les deux petits bas, les bobettes dans le legging. Ben, le lendemain matin, après ma brassée de lavage, elle avait son petit legging avec les bobettes et les bas voilà. d'accrocher. Et Elle était voilà. pas contente. Ben non, Ben, c'est pas de ça. ma faute. C'est une conséquence C'est ça. logique. Tu sais, on n'a C'est pas ça, besoin ouais. de mettre en place quelque chose qui va faire mal à l'enfant. Puis, tu sais, de dire, écoute, tu n'auras pas d'histoire ce soir ou tu vas te coucher Ouais. plus tôt. Ça n'a pas rapport. Ça n'enseigne rien à l'enfant, à part que de lui faire peur, de générer un malaise, d'augmenter sa frustration, puis de fragiliser notre relation avec lui aussi. Tu sais, c'est Ouais. pas ce qu'on veut, là, créer un climat d'autorité où l'enfant agit parce qu'il a peur de nous. On veut rester des parents qui sont ouverts, disponibles, prêts à accueillir notre enfant dans tout ce qu'il vit. Bien, ça passe par notre style parental. Absolument. Donc, la punition, là, ça enseigne jamais quelque chose de très cohérent à l'enfant. Des fois, c'est pas facile d'avoir une conséquence logique, par exemple. Tu sais, des fois, là, par exemple, je pense à quand il y a des chicanes entre les enfants. Tu sais, on revient au respect, par exemple. Il y a des Ouais. paroles qui ont été énoncées ou il y a quelque chose qui a été fait qui n'est pas, selon nous, respectueux. Puis, pour nous, ça demande une conséquence. On en ferait une règle non négociable. C'est ça, sauf que là, la règle non négociable, qui était d'être respectueux, tu sais, parfois, surtout rendu un petit peu plus vieux, tu sais, faire un câlin à ta sœur à un moment donné, tu sais, c'est comme bah. Fait que c'est plus dur dans ce temps-là de trouver des conséquences logiques aux gestes, tu sais. Ça pourrait être quoi, par exemple? Parce que moi, ça a toujours été mon défi, ça, les conséquences logiques. Puis je le sais, moi, avec mon bac en enseignement, on en a parlé, tu sais, dans les cours, tout ça. À l'école, c'est relativement facile. Un enfant qui court dans le corridor, ah ben mon copain, tu vas recommencer ton trajet en marchant. Tu sais, fait que c'est comme... Mais une conséquence logique, dans le quotidien familial, des fois, c'est difficile. Tu sais, les bas, les bobettes, c'est facile de réfléchir qu'on peut se trouver, mais comment on fait ça? C'est une excellente question, puis ça revient souvent. Hein? Oui. C'est vrai que comme parents, on se casse beaucoup la tête à essayer de trouver des conséquences logiques. L'idée, là, c'est de prendre le temps. Premièrement, parce qu'on a souvent le réflexe d'agir très rapidement. Absolument. Hein, on est émotif, Oui. il enfreint une règle, on veut appliquer une conséquence, ça presse. Donc, si on ne le sait pas, là, moi, je dis toujours dans le doute, s'abstenir. Oui. C'est mieux de ne pas donner de conséquences que de donner une conséquence qui n'a aucun bon sens. OK, donc on est mieux de juste rien donner. Si tu le sais pas, OK, oui. OK, Parce que tu c'est vas mettre en préférable. place une stratégie que tu ne seras pas capable Je d'appliquer. comprends. Oui. En plus, moi, j'ai déjà vu un père dire à son enfant, si tu ne t'habilles pas plus rapidement, on ne passera pas l'Halloween ce soir. C'était le soir d'Halloween. Oui. Mais là, Ben, après il n'a ça, pas eu le choix de la tenir, sa Moses de conséquences. Alors, toute la famille a été privée de passer Halloween. Sa conjointe lui en a voulu pendant 6 mois. Ses autres oui. enfants pleuraient, puis lui aussi s'en est voulu. Il Mais dit, ouais, c'était pas oui. fort, tu sais. Oui. Mais il voulait demeurer constant, cohérent dans ce qu'il avait dit. Donc, dans le doute, abstiens-toi. Recule-toi de la situation, puis prends le temps de réfléchir. Ça peut se réfléchir une conséquence, puis je peux la mettre en application dans Plus 30 tard. minutes, c'est pas grave. Là. Je peux prendre le temps. Puis ensuite, dans cette réflexion-là, je vais me questionner à savoir qu'est-ce que je veux enseigner à mon enfant dans cette situation-là. Oui. La conséquence, ça va être en lien avec ça. Plutôt que qu'est-ce que je préfère pour qu'ils comprennent que j'ai pas aimé ça. Oui. C'est souvent ça. Il y a une bonne nuance, là. Ben oui, puis là, quand il faut qu'ils comprennent, il faut plus qu'ils répètent ça, là, j'ai pas aimé ça, puis il faut que ça génère un malaise. Là, on n'est pas loin des fois même de la punition. Tu sais. Qu'est-ce que je veux lui enseigner? Oui, je veux que le comportement cesse, mais il faut qu'il comprenne quelque chose. Il faut lui enseigner quelque chose. Donc, dans cette situation-là où il y a eu des un paroles conflit, qui ont été dites qui n'étaient pas respectueuses. Bon, alors, qu'est-ce que toi, dans cette situation-là, tu veux enseigner à ton enfant, Alexandra? Bien, que ce n'est pas le type de parole qu'on peut faire dans un conflit, Voilà. qu'il y a une façon de le dire adéquatement. Donc, est-ce que ça pourrait être juste de qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu dire à la place?
Simplement comme ça. Puis ça, c'est une conséquence logique. Ben oui, en fait, revenir sur le sujet. c'est un enseignement. C'est un enseignement, exact. Et la conséquence pourrait être, une fois que l'enfant a eu la réflexion, oui, c'était pas adéquat, oui, je comprends que ma sœur a pu se sentir comme ça. Ouais. On va enseigner l'empathie. Ouais. Comment tu penses que ta sœur s'est sentie? Oui. Si toi, je te traite de grosse boulette, là, Ouais, comment ouais, tu te ouais, sens? ouais. J'aime pas ça. Ta sœur, penses-tu qu'elle a aimé ça? OK. Non. Alors, tu pourrais aller t'excuser ou dire à ta sœur, je le sais que tu n'as pas aimé ça quand je t'ai traité de grosse boulette. Tu sais, Ouais. ça peut être juste Ouais. ça. Ça en est une conséquence, là, d'aller dire à l'autre qu'on comprend qu'il y a eu de la peine. Là, des Ouais. fois, c'est un petit peu gênant. Ben oui. Je considère que c'est une grosse conséquence. Ben oui. tu sais. Ça peut être un dessin, ça peut être un petit mot qu'on écrit. Tu sais, première, deuxième année, on est capable, de plus deuxième, troisième, on est Si tu capable veux pas d'écrire le un petit mot. dire parce que Oui. t'es trop gêné, tu Ben pourrais oui. lui faire une petite carte ou lui écrire un petit mot. Exact. Ouais. Et là, on est en train d'enseigner quelque chose à notre enfant. Mm. Moi, je vois mes deux plus petits, qui ont maintenant 9 et 11 ans. Parfois, ils règlent les conflits entre eux parce que c'est ça qu'on leur a enseigné. Alors, on intervient et ensuite, il y a un des deux enfants qui écrit un petit mot à l'autre. Puis on le trouve des fois, le petit mot là, dans le coin de la chambre, glissé en dessous de la porte. Je m'excuse, Eliam, je t'aime très fort, je sais que je t'ai fait de la peine. Wow! Ouais. Il fait ça par lui-même, puis c'est pas moi qui lui a dit. Il a appris. Il a appris. Il a appris à s'excuser, à identifier ses torts, à réparer finalement. Ouais. Tu sais. C'est ça qu'il faut se demander comme parent. Qu'est-ce que je veux enseigner à mon enfant? C'est tellement... On pourrait continuer, mais on va avoir un autre épisode qui va aller un peu dans la continuité de tout ça. Mélanie, merci. Ça me fait plaisir. Puis là, si on veut te suivre, toi, tu as tous tes réseaux sociaux, tu es Oui. très, très active. Facebook, Ton Instagram, site Internet qui web. est très, très complet aussi. Donc, Oui. on va mettre tous ces renseignements-là dans les liens. Merci beaucoup. Merci.